Porté par le vent, ou plutôt poursuivi par les orages, j'avais pris la décision de traverser la mer Ionienne en direction de la Grèce. Une fois de plus, je me retrouvais au-dessus de l'eau à mettre mon sort entre les mains de mon moteur 4 temps. En guise de réconfort, je me répétais qu'il en avait vu bien d'autres. C'était chouette ça quand même de se dire qu'on était parti de Buenos Aires pour arriver à Cape Town. On est passé par le Groenland pour redescendre jusqu'au sud de l'Afrique. Donc du sud au sud, on a appelé ça South to South. Mais pour en retourner traverser de l'Atlantique, c'était le moment le plus intense du voyage, bien entendu, parce qu'il y avait quand même 5 jours de suite où il fallait pas se permettre de panne, il ne fallait pas de problème avec les autorités, parce que nous on avait des réservoirs d'eau. En fait, c'était des réservoirs pour les caravanes, pour mettre de l'eau, pas pour mettre de l'essence. Et Mike, très bricoleur, très ingénieux, il avait fait un système de vase communicant, si tu veux, avec donc un tuyau attaché à un tube en métal qui va bien au fond du réservoir, le réservoir d'en haut, donc, sur le siège arrière. Le tuyau va dans le réservoir principal. On avait enlevé les bouchons, on avait mis un morceau de chambre à air avec un trou, fil de fer et le tube dedans. J'ai dit, on ne met pas une pompe électrique. Non. S'il y a un fil qui se tire, la pompe électrique, elle ne servira à rien au milieu de l'Atlantique. Tu ne pourras pas faire le plein. Tu auras près de 80 litres à transvaser que tu ne pourras pas transvaser, puis tu vas aller tu devras te amérir avec un réservoir plein en fait, mais en panne d'essence. Ce serait tragique ça. Ah, ça c'est le robinet de South to South. Et j'ai gardé en souvenir. Il était là, ce truc. Donc à un moment donné, quand nos réservoirs étaient à peu près à moitié vides, on n'a pas pris de risque à attendre que le réservoir soit presque vide, etc. Moitié vide, on refait le plein, quoi. Donc on avait un petit robinet pour arrêter le liquide, hein, quand même. Puis tu as le liquide qui arrive là, donc c'est ouvert, hein. Puis tu laisses couler puis tu regardes ta jauge, puis c'est un moment assez... c'est un moment un peu stressant parce que tu dis, s'il y a un blocage, puis que je ne peux pas remplir mon réservoir, je suis mort, quoi. Et c'est comme ça que Mike et Olivier sont devenus des légendes. En ce qui me concerne, il n'était pas question de rentrer dans l'histoire, et je m'appliquais déjà à ne pas me perdre dans la géographie. J'avais pris goût à l'aviation à l'italienne. Le moins on dérange, le mieux c'est. Cependant, j'avais peut-être été un petit peu léger sur le dernier plan de vol pour la Grèce, et les autorités ne tardèrent pas à me rappeler à l'ordre. Okay, sir, report intention. As you already know, you cannot land in Igoumenitsa because there is no border indeed. Do you have any alternative airport? Foxtrot Yankee Kilo, reaching Athena, remain 3 miles west of the apron. Do not affect the runway. Okay, copy. I will report in Athena, staying on the west of the runway. No worries. Foxtrot Yankee Kilo, report position. Estimate 1 minute of the antenna, Fox Juliet Yankee Kilo. Puget 4 Bravo Hotel, copy traffic information. Ultralight aircraft is making 360, 3 miles west of the airport at 1,500 feet. Okay, looking out. Le contrôle aérien m'a gentiment ordonné de me poser à Corfou pour régler quelques détails douaniers. Une fois de plus, j'avais une pensée pour Patrice Franceschi et je pouvais plus ou moins en tirer les mêmes conclusions. C'est que je croyais le ciel un immense espace de liberté comme la mer, les deux espaces dans lesquels comme la terre d'ailleurs aussi, je vis ma vie, n'étaient pas aussi libres que ça. Et un tour du monde comme celui en ULM vous le démontre tous les jours. Ainsi, le premier contact avec la Grèce se fit donc sous bonne escorte. J'avais moi aussi eu la candeur de penser que la Grèce étant un pays de l'Union européenne, je pouvais me dispenser des formalités d'usage, les douaniers grecs ayant sûrement mieux à faire.
Visit for Bravo Hotel, clear to Echo Delta Delta Mike, Olga to Foxtrot, runway 34, climb flight level 080, squawk 3717. Vous pouvez admirer ici la nonchalance du marchaleur grec. Voilà, donc je me suis posé à Corfou, un peu forcé par les autorités. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est « You are in trouble. You can't be there. You are not allowed to be there. » Ils m'ont forcé à me poser à Corfou, parce que pour eux, la piste où je vais aller n'existe pas. Donc c'était inconcevable. Donc voilà où je suis. Après m'être acquitté des 300 € de taxes d'atterrissage, je me consolais en me disant que les plus grands des aventuriers de l'ULM n'étaient pas souvent les plus férus de procédures. Oui, avec Mike, tout ce qui était, c'est lui qui faisait les plans de vol. Moi, je ne vais pas faire un plan de vol. Hein. J'en ai fait parce que, mais j'en ai fait avec l'aide des demoiselles, des bureaux, voilà. Je disais, rappelez-moi, j'ai oublié un blanc là, tout ça. Puis, oui, non, mais là, vous mettez néant, là, vous mettez ça, ta. Donc, je faisais les plans de vol comme ça, en trichant, parce que c'est ce genre de truc qui m'emmerdait à l'école déjà. Tout ce qui était administratif, ouais. Donc Mike, il faisait ça très bien, il faisait ça avec son laptop, et puis il envoyait ça directement. J'avais pas de souci de paperasserie. Je commençais à prendre le rythme d'une vie au grand air. Après l'effervescence autour du vol, je savourais les instants de calme, et les tâches quotidiennes habituellement si fastidieuses devenaient avec le temps des moments de relâche. Je partageais avec la machine mon quotidien, tous les détails la concernant m'étaient devenus familiers, et je m'étais habitué à ce pot d'échappement si singulier, ces fauteuils en cuir d'autruche, ces énormes sacoches et tous les petits détails qui rendent cette ULM si unique. C'est un copain pilote. Son père, il a la plus grande exploitation mondiale, on peut dire, voilà, les autruches. Donc il m'a dit, écoute, si tu veux, je te fais des sacoches en cuir d'autruche. C'est le cuir le plus solide, hein, avec celui de crocodile. Il n'y a pas mieux. Puis moi, je lui ai dit, des sacoches, non. Les sièges, ce serait bien, les sièges. Il a dit, ok, les sièges. Alors, j'avais démonté les fours originaux qui étaient en plastique, hein, de DTA, en simili. Et puis... c'est exactement les mêmes, en fait. C'est exactement les mêmes. Exactement pareil, hein. Ouais, ils ont copié. Et puis, la couleur, c'était ce bleu-là. Hein, c'était un bleu. Et puis, avec le soleil, ça a viré, quoi. Mais c'est dingue, parce que si tu devais... faire ça, ça coûterait, là, je sais pas, 1 000 € par siège. Donc là, tu vois, là, tu fais une bonne affaire avec les sièges. Ouais, ils font des bonnes hélices maintenant, mais à l'époque, c'était un peu expérimental. Hein. Il y avait des petits winglets collés au bout. Tu te rappelles ces hélices, ces pales noires? Puis il y avait comme une petite plaquette, comme ça, qui était fixée. Le problème, c'est qu'on en perdait des fois. Tu perdais une plaquette comme ça, sur une 3 pales, tu as la machine qui vibrait déjà. Ça nous arrivait à la frontière entre le Soudan et l'Égypte. Le pire endroit pour avoir une panne, si tu veux. Parce qu'on venait de survoler des toits d'une caserne. C'était une caserne de désert, tu vois, où ils mettent les soldats en punition, je dirais. Il faisait une chaleur, c'était en pleine journée. Et on survole, on arrive, on voit ces toits qui brillent. Oh putain, il y a une base. On ne devait pas passer là, on devait normalement aller tout droit sur Assouan. Puis nous, on avait préféré aller sur la mer Rouge pour se faire moins tabasser.
C'était plus long, mais on avait une bonne distance sur la mer. Et c'est là que j'ai perdu un de ces machins-là. Et ça commence à vibrer. À la radio, Mike, problème, j'ai un problème avec l'hélice, ça vibre. Il me dit, bon, yeah, we can land. Mike était toujours relax. Il était rassurant, il m'a beaucoup rassuré. Quand il y a eu des moments durs, il était là, non, mais we make a plan, on va s'arranger, ça va aller, toujours. Ah ouais, c'est un cadeau quand tu as un compagnon de vol qui est hyper enthousiaste pour tout. Il voit pas les problèmes, lui, il voit que des solutions. Et après ça, je suis resté fidèle à Artplast. Je trouvais que c'était des belles hélices, je trouvais que c'était de la qualité. J'ai pas eu de problème avec. Et puis j'aimais bien le concepteur Petit, s'appelait Alain Petit, qui était un mec un peu spécial, mais oui, avec Mike et moi, il était toujours très sympa. Il nous a arrangé des. J'aimais bien ce type. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je sais qu'après il a arrêté de faire des hélices. Mais j'étais un fidèle de ces hélices colorées, hélices rouges, j'aimais bien les hélices rouges, je trouvais que c'était joli, ça mettait de la couleur encore dans... Là, surtout cette machine-là, il y a du jaune, il y a ce vert magnifique, et le rouge. On est parti de Buenos Aires en 99, Mike avait son carénage avec des compartiments, Mike est très organisé. J'ai contacté Jean-Michel Dizier, il y a un fax, je crois, pour lui demander s'il peut me faire des sacoches plus grandes que je récupérerais en passant en Europe. Quelqu'un qui m'avait dit un jour, on dirait une grosse paire de couilles avec une aile dessus. Tu feras des essais avec ton matériel si tu arrives avec ça. Tu prends les petites, mais il faut quelque chose entre les deux. Ça, c'est vraiment un peu grand quand même. Alors ça va, ça. Je profitais pleinement de la douceur du printemps près d'Igoumenitsa. Le climat de cette vallée, que les Grecs surnomment la porte de l'Europe, était particulièrement clément. Je prenais le temps de rêvasser, et je pensais à l'homme qui, à l'origine, en toute indépendance, cueillait des fruits, puis était devenu fermier. Aujourd'hui, nous ne campons plus sous les étoiles, et à force de fixer notre regard sur la terre, nous avons parfois tendance à oublier le ciel. Et ben voilà, l'aérodrome est à moi. Si vous voulez une turbine là, enfin un truc turboréacteur, je sais pas trop ce que c'est.
Après une crise économique foudroyante, la Grèce tardait à retrouver son équilibre. Où que j'aille, l'activité des aérodromes était quasiment nulle. Cependant, le peu de personnes que j'y croisais se pliaient en quatre pour faciliter mon séjour. Les jours se succédaient et je sentais petit à petit que quelque chose avait changé en moi. Je m'étais doucement habitué à cette vie de nomade et je considérais chaque jour comme un cadeau du ciel, sans me préoccuper du lendemain. Je n'avais plus besoin de savoir où j'allais, ça n'avait plus d'importance. J'avais en quelque sorte retrouvé la foi dans ma bonne étoile. Ouais, tu l'as trouvé où celle-là? Je t'avais envoyé, non? Elle est jolie, hein? Elle est très jolie, très très jolie. J'ai trouvé cette photo sur internet et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette aile? C'est une jaguar. Ouais. On était fous amoureux avec elle. Je l'ai rencontrée là-bas. 10 ans avant, j'ai rencontré. Ça, c'était 10 ans après. Je passais sur la lagune de Walidia avec mon ULM. Je me suis dit, je vais voir, peut-être elle est là. Tu vois. Elle venait voir son frère qui avait une école de surf de temps en temps. Elle habitait Paris, elle. Et j'arrive, je survole la lagune de Walidia, un peu le cœur battant, je me dis, on ne sait jamais s'il y a Virginie. Et qui c'est que je vois? Je la vois elle, je l'ai reconnue tout de suite, elle avait ses cheveux magnifiques. Et puis, elle ne savait pas qui j'étais. Hein. Puis elle me fait des signes, puis moi je tourne là, en dessus du camp, et puis je fais des signes, et puis elle me fait, en plus, elle me fait comme ça, comme les Africains, ils nous faisaient, tu sais, pour qu'on se pose. Et puis c'est reparti, quoi. On est retombés amoureux, ça a duré... ça a duré quelques semaines. Et puis j'ai fait voler tout le monde là sur la lagune, les gendarmes, la gendarmerie royale. Tout le monde m'avait... ils connaissaient l'école de surf. Et les gendarmes étaient vraiment cool avec la famille Miramont. You're scared? No! So, do you want to go flying in this one? Are you ready to go flying? Definitely not. Ah, je me suis gelé dans la montagne. Je me suis gelé là à 8000 pieds, passé des cols dans les nuages.
C'est beaucoup plus gros que ce que je pensais, Plovdiv. Mais les mecs sont très sympas, donc ça devrait être chouette. Emporté dans mon élan, j'ai volé de plus en plus loin, de plus en plus haut. J'avais une confiance absolue dans le voyageur d'Olivier et il n'y avait aucun endroit où il ne pouvait m'emmener. Cependant, la fatigue se faisait ressentir. Peut-être même une forme de lassitude. Bon, j'ai quand même fini par me faire rattraper par les orages à Craiova. Et comme j'avais en tête les images du film South to South, quand le vent s'est levé, j'ai fait pareil qu'Olivier et Mike. J'ai mis le chariot sur l'aile. Tout ça devant un personnel de l'aéroport très sceptique. Écoute, c'est comme ça. J'aurais pu écraser le bord d'attaque un peu plus. Wind is very strong. It's blowing, must be blowing about more than 100 kilometers an hour. Il est 5h40, on est à l'aéroport. Bon bah il a bien plu hein. Ah, il y a de l'eau là. Ah, le vent a emporté ma bâche. Écoute, hein, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Hein. C'est costaud. Allez, on a nos réservoirs souples avec 40 litres d'essence. Et on est prêt pour partir pour la Hongrie. Bon, je suis content, j'ai réussi à monter tout seul l'aile. Il faut soulever la quille et soulever le nez en même temps, donc j'ai fait un système de levier sur le moyeu, c'était hyper galère. Mais je suis content, donc techniquement on peut réussir à le faire tout seul. Bon, il faut développer une technique un peu quand même. C'est marrant, c'est la première fois qu'il me laisse tout seul sur le tarmac. Pour une fois j'aurais bien eu besoin d'aide. Allez, on continue. Et puis j'ai commencé à perdre un peu de lucidité quant à l'interprétation des cartes météo. La mer là, c'est la mer qui est en train de se refermer partout là. Allez, faut prendre une décision, c'est pas possible, c'est trop tard, ça sent pour faire demi-tour. Foxtrot 80 kilo, please say again, read you very weak. This way a little bit, 8,000 feet. Je viens de découvrir. Il est où mon petit passager clandestin? Il est là? Ensuite, j'ai traversé la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne. De ce voyage de presque un mois, je garderai un souvenir exaltant.
J'étais parti avec l'espoir de retrouver confiance en moi, et j'ai fini par retrouver confiance dans les autres. Tous les gens rencontrés lors de ce voyage m'ont accueilli à bras ouverts. Le port de l'air inspire la sympathie. J'avais aussi beaucoup appris sur moi-même. Je n'avais plus besoin de savoir où j'allais, car je savais désormais qui j'étais. Tous les hommes se ressemblent. Tous sont menés par la même chose. À la fois l'intérêt et les passions. Que vous soyez un pygmée, un papou, un chinois, un français ou quoi, ce qui globalement mène les hommes, c'est l'intérêt et les passions. Il était temps pour moi de rentrer, et c'était beaucoup trop tôt pour en tirer un véritable enseignement. Je laisserai donc à Franceschi le dernier mot. Il ne faut pas ramener d'un voyage une collection d'anecdotes. C'est pas très intéressant. Il faut que chaque expérience soit pensée, réfléchie pour en tirer une conscience des choses, de cette matrice informe des choses qu'on a vécues, de cette expérience, une panne de moteur en vol, une rencontre. Finalement, ça veut dire quoi de toutes les trois grandes questions que tout homme, à mon avis, devrait se poser, que moi je me pose chaque jour? Le monde, ça marche comment? Vraiment, comment ça marche le monde? Les autres, c'est qui, précisément, en réalité? Et puis la vie, qu'est-ce que c'est? Et ces trois questions centrales, dans chaque événement que l'on peut vivre, même avec vous aujourd'hui, quand vous m'interrogez, je me les pose et on en tire quelque chose. Et ça, c'est la pensée de l'aventure, donc c'est l'esprit d'aventure. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu 100 paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. J'étais donc de retour à Persan, après avoir vécu l'aventure de l'homme et de la machine. Et quelle machine! J'avais beaucoup de gratitude pour toutes les personnes rencontrées lors de ce voyage, et puis bien sûr Olivier Aubert. En plus d'être un authentique gentleman, un aventurier intrépide, c'est un ami sincère. Sans nul doute, il restera une véritable inspiration pour des générations de pilotes à venir. J'espère un jour avoir l'opportunité de faire pour un autre ce qu'il a fait pour moi. Pour l'heure, je me demandais déjà quelle serait la prochaine aventure. Heureux qui, comme Ulysse, a vu 100 paysages, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.